Bon, donc effectivement, il est question de thérapie brève du couple. Ce qui m'a été assez difficile à élaborer, je vais vous dire pourquoi. C'est que dans le domaine de l'approche du couple, il y a énormément de bouquins, énormément de manières de prendre le problème, énormément de façons de traiter les couples. Vous avez dû regarder, si vous cherchez une bibliographie, qu'il y a des centaines de bouquins sur le couple. Rien que chez moi, je dois en avoir au moins 50. Donc, comment trier là-dedans et comment faire quelque chose qui vous donne à la fois une ligne de conduite, des points de repère et des outils clairs. C'est ça qu'on va avoir pendant ces 4 jours, qu'on va essayer d'élaborer. Alors, donc d'abord, je vais vous faire une vision plus générale de la ligne du travail qu'on va faire ensemble. L'amour-passion a toujours existé. Toutes les études qui ont été faites sur l'histoire montrent que l'amour-passion a toujours existé. Donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour nous. Ça ne veut pas dire que le couple a toujours été bâti sur l'amour-passion, loin de là. Mais l'amour-passion a toujours existé. Et par contre, le mariage ou le couple à long terme basé sur l'amour est une forme plus récente. Pendant très longtemps, et dans pratiquement la plupart des civilisations, le couple était d'abord un arrangement financier, un arrangement de territoire, quelque chose qui était fait par les parents, le couple qui était arrangé pour que ça puisse transmettre le patrimoine, et l'amour c'était autre chose, quoi. Alors que nous, depuis quelques années, déjà pas mal de temps, on essaye de bâtir le couple sur l'amour. Et ça, c'est une base assez délicate à gérer, puisque le défi, c'est de construire du stable sur du fluctuant. Les sentiments, le temps qui passe, les changements qui arrivent, les hormones qui nous mènent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Donc, il y a un peu une sorte de défi, quoi. Comment on peut réussir à bâtir du durable sur du fluctuant? D'autant plus qu'à la limite, on peut considérer que notre espèce n'est pas une espèce monogame, si on en croit les études qui ont été faites sur les animaux qui montrent que dans les espèces monogames, les deux sont extrêmement similaires, ont très peu de différences physiques, alors que toutes les espèces polygames ont une nette différence. Il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que par exemple le mâle est généralement plus grand, plus gros, plus lourd, et la femelle plus petite. Le mâle a souvent plus de couleurs pour pouvoir séduire, etc. Dans notre espèce, le mâle est plus grand, plus lourd, plus fort, et la femelle plus petite. Et d'une certaine manière, c'est comme une indication presque morphogénétique du fait qu'on est à la base une espèce qui n'est pas monogame. Et pourtant, la culture fait qu'on essaye de vivre quelque chose de monogame. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Alors on va voir comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça. Ce qui me semble, c'est que dans la recherche d'amour qui a toujours existé, il y a 3 piliers qui sont en rapport avec notre développement psychique. Et ces 3 piliers, c'est le narcissisme, l'attachement et les pulsions, le sexe. Et en fait, ça correspond aux 3 étapes du développement psychique de l'enfant, c'est-à-dire le narcissisme, qui est pouvoir être reconnu, être validé, être aimé, être admiré pour ce qu'on est, bref, quelque chose qui est vraiment une sorte de fondation, et qui renvoie à nous tout premier temps psychique. L'attachement, dont on sait maintenant que c'est une pulsion de base. Pendant longtemps, on a cru que c'était quelque chose qui était dérivé des autres besoins. En fait, on sait maintenant, les études aussi bien éthologiques que chez les humains ont montré que la pulsion d'attachement était une pulsion de base, au même titre que la pulsion sexuelle ou que les pulsions agressives. Et donc, ça veut dire que cette pulsion d'attachement, c'est quelque chose qui a été constitutif de notre psychisme, dès le début. Dès le début, on a eu la nécessité d'avoir une base narcissique suffisante, la nécessité d'avoir un attachement suffisant, avec le gros problème
de devoir à la fois être attaché à la mère, ensuite aux parents, à la famille, mais en même temps de trouver l'indépendance nécessaire qui va assurer le psychisme individuel. Donc déjà d'emblée, dans l'enfance, on a eu à résoudre la question entre fusion-défusion. Nécessité de l'attachement, nécessité de l'indépendance. C'est toutes des choses évidemment qu'on va retrouver dans notre vie courante et dans notre vie adulte. Donc le narcissisme, la tendresse et l'attachement, le sexe et les pulsions, qui sont aussi des éléments de base du psychisme. Toute la question de la sexuation, de la différenciation sexuelle, de s'accepter fille, de s'accepter garçon, le DIP, etc., etc. Tous ces points-là renvoient à la prime enfance et sont donc des bases mêmes de notre psychisme. Et si on revoit cette question du socle de base, on pourrait dire que dans notre vie ultérieure adulte, qu'on soit tout seul ou qu'on soit en couple, on aura toujours besoin de retrouver ces trois piliers qui sont un narcissisme suffisant, un attachement suffisant qui en même temps soit gérable avec la question de l'autonomie et une expression pulsionnelle suffisante, que ce soit de l'agressivité ou de la sexualité. Donc on pourrait dire qu'on a ces trois bases et qu'on va devoir les retrouver toutes les trois pour que le couple soit satisfaisant. C'est-à-dire qu'un couple satisfaisant, c'est un couple où on aura la possibilité d'être suffisamment reconnu narcissiquement et valorisé dans ce qu'on est, d'être suffisamment dans la bonne distance avec des temps d'attachement très étroits et des temps d'indépendance, et d'être suffisamment susceptible d'exprimer nos pulsions agressives à travers les disputes, les choses comme ça, et sexuelles à travers la vie sexuelle. Donc on a vraiment ces trois piliers de base. Et on verra qu'à la limite, on pourrait se les donner relativement facilement s'il n'y avait pas autre chose qui est que l'enfant à l'intérieur du couple exige un certain nombre de terminaisons de blessures mal finies et que du coup il va devenir extrêmement exigeant pour que l'autre soit exactement conforme à ce qu'on attend. Une fois qu'on a bien en tête ces trois piliers, vous verrez plus tard que ça sera assez facile de travailler avec les couples pour renforcer ces différentes zones et pour leur prescrire des choses qui vont être en rapport avec meilleur soutien narcissique, meilleure capacité d'attachement et d'indépendance et meilleure gestion de leur sexualité et de leur agressivité. Deuxième point, après ces trois piliers qui sont nécessaires pour tout le monde, de qui on tombe amoureux ? On tombe amoureux de quelqu'un qui est à la fois semblable, opposé et transférentiel. Semblable, c'est-à-dire que ce qui nous séduit, c'est que l'autre, quelque part, et bien sûr on le sent, il a la même blessure de fond. Si je suis particulièrement abandonnique, je vais être sensible, touché, je vais aimer quelqu'un qui va être particulièrement abandonnique. C'est-à-dire qu'on aura la même blessure de fond, et généralement aussi le même niveau socio-culturel, qui permet qu'on est vraiment le plus proche du point de vue similarité, à peu de choses près. Suffisante. Mais malgré tout, ça joue, cette question d'avoir des points de repère communs, un niveau socio-culturel à peu près pareil. Alors donc on est semblable, mais on est aussi opposé dans le traitement de la blessure de base. Mettons, avec mon exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui est abandonnique et qui est touché par les abandonniques, parce que finalement il sent la même blessure chez l'autre, eh bien pour l'un, ça va être je me défends de la douleur possible de l'abandonnisme en étant protégé, froid, distant, en étant surtout pas trop disponible parce que sinon ça me ferait trop souffrir. Et pour l'autre, je me défends de mon abandonnisme en étant très chaud, très collé, très proche, etc. Donc en fait, on a la même blessure de fond,
mais on a exactement des systèmes opposés de gestion de cette blessure, et c'est ce qui est tellement séduisant. On pourrait dire que c'est la subpersonnalité reniée chez nous, qui est apparente chez l'autre, et qui nous plaît tellement, puisque l'autre s'autorise quelque chose qu'on ne s'autorise pas, et gère les choses d'une façon qui est radicalement différente de la nôtre. Et du coup, quelque part, c'est un peu comme si on se complétait. Moi, je sais gérer la distance, la froideur, l'indépendance, la protection, et toi, tu sais gérer la fusion, la proximité, la nécessité d'être ensemble, etc., etc. Et chacun des deux, au début, est extrêmement séduit par le fait que l'autre est justement dans cette subpersonnalité reniée, qui est comme une sorte de complémentarité absolue. Tu es mon semblable, et en même temps, tu es mon opposé. Et le troisième point qui favorise la relation amoureuse, c'est qu'en même temps, à ce moment-là, une fois qu'on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est à la fois semblable et opposé, c'est qu'il va nous permettre de rejouer transférentiellement le traumatisme de base. C'est-à-dire que la personne ressemble un peu à la personne qui a été impliquée dans le traumatisme. C'est-à-dire, ça ressemble à ma mère, ça ressemble à mon père, mine de rien, même si ça apparaît pas comme ça au premier abord. Et en fait, quelque part, j'attends de l'autre qu'il soit le même que le parent traumatique, parce que c'est ce qui me séduit, mais qui se comporte différemment, parce que c'est ce qui me guérit. Autrement dit, je suis dans une attente paradoxale, qui est que sois comme le parent traumatique, et comporte-toi exactement à l'opposé. Parce que c'est ça qui me guérit. Hein. Donc, on a d'un côté la recherche des trois piliers, d'un autre côté, on s'aperçoit qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui a une problématique assez similaire à la nôtre, et en plus dont on va attendre qu'il vienne guérir de nos traumatismes. Alors comment est-ce que tout ça va se goupiller ? D'abord, il y a un temps très important, qui est même capital, qui est la création du lien de base. C'est-à-dire qu'au départ, on va créer une sorte de cadre solide qui va être capital pour la suite du couple. C'est-à-dire, ça se passe comme ça, qu'il y a une sorte de moment d'illusion, hein, le merveilleux moment de l'amour du départ, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment super, c'est le moment où on a le sentiment d'être enfin comblé, d'être enfin compris, d'être enfin soutenu, d'être enfin soigné, d'être enfin aimé, d'avoir tout, quoi. On a le sentiment, durant cette étape initiale, d'avoir quelque chose qui est comblé à tous les niveaux. Les trois piliers de base. Le narcissisme, oh qu'est-ce que t'es belle, oh qu'est-ce que t'es merveilleux. L'attachement, j'ai besoin de toi, tu me manques, où tu es, oh j'ai pensé à toi toute la soirée. Le sexe, c'est super, on a tout le temps envie, on baise 10 fois par semaine. Les pulsions, on s'engueule un peu, mais c'est vachement bien, on se réconcilie sur l'oreiller. Bref, il y a quelque chose qui est très intense. Et en fait, cette colle initiale, c'est quand même beaucoup avec l'attirance sexuelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme les rythmes sexuels sont synchronisés, parce que le désir est constamment présent à l'arrière-plan. Et si vous avez lu le petit bouquin sur le sexe en une leçon, vous avez compris qu'en fait, comme toute la première base est déjà faite d'emblée, on est presque tout le temps au même niveau ensemble. Donc c'est super, on y arrive bien, ça se passe bien, on a plein de plaisir. En plus, comme l'autre, il tient à être dans le meilleur rapport possible avec moi, il me permet d'être vraiment dans toute ma liberté sexuelle. Et donc il y a quelque chose là qui est peut-être même à la limite hormonale, hein, l'ocytocine, l'hormone d'attachement qui se crée beaucoup lors des relations sexuelles. Il y a comme une espèce de colle de base dans cet amour intense qui est à base d'illusion, l'illusion étant l'autre comble enfin tous mes besoins. Et il y a deux choses qui se créent à ce moment-là, qui sont capitales pour la suite, c'est les promesses de l'aube
et la représentation fantasmatique d'une seule entité. C'est-à-dire, on se crée une sorte de mythologie inconsciente, et les promesses de l'aube, c'est ce qu'on se promet à cette époque-là, quoi. Sous l'effet de la situation amoureuse initiale, chacun offre à l'autre ce dont il a toujours rêvé, et ça peut être très explicite ou semi-explicite. Ça peut être dans un moment merveilleux où la femme va dire à son homme « je te serai toujours dévoué », et l'homme entend ça, et ça reste. 20 ans plus tard, il se rappellera que ça a été promis, ça, et lui aussi, il va lui dire « je te mettrai toujours au centre de mes préoccupations ». Donc il y a des espèces de promesses de l'aube qui sont belles, quoi, qui sont très satisfaisantes, qui restent comme une sorte de trace de base, et qui peuvent être explicites, ou même, s'il n'y a pas quelque chose d'explicite, qui peut être semi-explicite, parce que chacun gardera tel ou tel mot, tel ou tel moment, qui sera comme une sorte de poinçon qui lui rappelle la création du mythe de base, quoi. La promesse de l'aube est la représentation fantasmatique d'une seule entité, qui en général est beaucoup moins explicite, c'est-à-dire on sent, sans forcément se le dire, que le couple est lié par une vision commune. Nous sommes deux aventuriers, nous sommes deux rebelles, nous sommes deux ambitieux, nous sommes deux humanitaires, peu importe. Nous sommes quelque chose en commun. Il y a une sorte de création du SA2 là, qui est, on est tous les deux dans une sorte de truc qui nous branche bien. Donc, ce moment-là, c'est le moment où se crée le cadre de base. Celui qui va nous garantir qu'il y a du bon, qu'il y a un lien privilégié qui restera, qu'il y a un lien indestructible, entre guillemets, qui va nous permettre d'avancer dans la relation. Et du coup, ça va être plus tard, vous le verrez quand on travaillera sur la relation de couple, c'est un des critères, c'est-à-dire, quand on reçoit un couple, est-ce qu'il a encore des souvenirs du moment initial ? Quand le couple s'entend très mal, vient consulter, mais se rappelle, ah ouais c'est vrai, tu te rappelles, c'était super, on avait été visiter la grotte de Lascaux, enfin bref, n'importe quoi, où ils sont heureux de se rappeler ces souvenirs-là, et après on avait fait l'amour, tu te rappelles, c'était super. Ben là, même si ça s'entre-déchire actuellement, ça veut dire que le couple n'est pas fini. Par contre, quand le couple dit « non mais il n'y a jamais rien eu », d'ailleurs du départ ça n'a pas été bien, je ne sais même pas pourquoi on s'est mis ensemble, c'est-à-dire quand il n'y a plus aucun souvenir, quand en fait la mythologie de base a été détruite, c'est presque impossible de rattraper le couple. J'ai reçu un couple il y a très peu de temps qui était en voie de séparation. Lui, il avait encore des bons souvenirs, mais elle disait « mais il n'y a jamais rien eu ». Et la fois suivante, il est venu tout seul, elle n'est pas venue, et ça faisait un mois qu'elle avait quitté le domicile conjugal. C'est-à-dire, presque on pouvait prévoir que là, il y avait quelque chose qui était terminé, et qui n'empêche pas le travail avec lui pour essayer de l'aider à digérer la situation. Par contre, on peut avoir des situations dramatiques et qui se résolvent. Moi, je me rappelle d'un couple, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et c'était quelque chose qui était vraiment très douloureux pour eux, parce qu'ils voulaient avoir un enfant ensemble. Et puis, le mari a fait un enfant à la sœur de sa femme. Autant dire que c'était explosif. Bon, ils sont venus, ils étaient au bord de la séparation, après des trucs aussi violents que ça. Et bien, en 5 séances, ça a été réglé. C'est-à-dire qu'ils ont fait les rituels nécessaires, ils ont fait le travail pour digérer ce qui venait de se passer, ils ont redémarré sur d'autres bases, ils sont partis sur un nouveau contrat, etc. Et à la fin, ils disaient « mais on ne s'est jamais autant aimé que maintenant ». C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait été contourné, réglé, traité. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcément négliger la thérapie brève du couple,
parce qu'on peut voir des résultats spectaculaires sans avoir traité la névrose de base, l'accrochage mutuel, etc. Mais à condition, par contre, ce qu'on verra ensemble, de faire le travail nécessaire pour terminer les points qui ont été trop douloureux, trop problématiques, en particulier avec des rituels, pour diminuer les forces centrifuges et pour retrouver les forces centripètes, l'amour, la capacité à se donner ce dont on a besoin, etc. Puis aussi pour abaisser le niveau des attentes, quelquefois, parce que souvent il y a un niveau d'attente tellement élevé sur ce que doit être l'autre que du coup ça devient un vrai problème. Donc alors, les 3 piliers de base, on doit toujours les avoir à l'esprit puisque c'est ça qui est recherché. Le problème, c'est que du coup, l'enfant blessé attend de l'autre que l'autre donne exactement ce qu'il veut et de telle manière et de telle façon. La colle de base et la mythologie de base est très importante à explorer parce que c'est elle qui va permettre de continuer la suite. Et on va passer à l'évolution du couple. L'évolution du couple passe par une désillusion, après cette colle de base, une désillusion et un passage maturatif. Bon, c'est le truc classique, hein. Bec BD, l'amour dure 3 ans, etc. Bon, bref, ça dépend de ce qu'on appelle l'amour. Mais au départ, il y a cette merveilleuse illusion et cette création de la mythologie de base, et puis ensuite, petit à petit, il y a une désillusion. L'autre n'est pas tout le temps comme on voudrait, l'autre n'est pas tout le temps guérissant, l'autre n'est pas tout le temps conforme à nos attentes, l'autre commence à nous critiquer sur certains trucs, l'autre voudrait qu'on soit autrement, l'autre commence à nous dire que ça va pas, l'autre commence à nous critiquer, bref, il commence à y avoir des disputes vraiment hardes, etc. Il y a une désillusion. Cette désillusion est un passage délicat, mais vraiment intéressant à travailler parce que, en fait, ça va être comme une sorte de passage à un autre niveau, à un niveau plus maturatif, plus mûr. C'est-à-dire, on va à la fois avoir affaire à 2 adultes qui discutent, qui tiennent compte des besoins de l'un et de l'autre, etc., et à la fois à gérer les 2 enfants avides qui disent « je veux que l'autre soit exactement comme ça ». Donc ça, c'est, d'une certaine manière, on sort d'une situation où tout allait tout seul pour entrer dans une situation où il faut comprendre les enjeux et les gérer autrement. Hein. Alors cette désillusion va amener une dégradation progressive de la communication, de la sexualité, de tout un tas de choses. Et c'est sur ces points qu'il va falloir apprendre quelque chose qui soit optimale pour gérer tout ça. Alors, il y a eu une étude sociologique très intéressante qui a été faite en 2005 sur 1500 couples. Attendez, sur combien ? Enfin, je ne me rappelle plus du nombre de couples. En Suisse, sur les étapes de dégradation du couple. Et alors, ce qu'ils ont repéré, c'est qu'il y a 3 choses qui influencent. C'est d'une part, où est-ce qu'ils en sont dans les étapes, c'est-à-dire si c'est de plus en plus dégradé ou pas. Quel est le style de leur couple, et en particulier, vous verrez qu'il y a différents styles de couple dont vous aurez la feuille et puis on va travailler dessus, à savoir des couples, par exemple, suivant 3 axes, qui est quel est le niveau de fusion, quel est le niveau d'ouverture à l'extérieur et quel est le type de répartition des rôles à l'intérieur du couple. Il y a certains types de couples qui sont plus susceptibles d'être détruits et menacés et de se dégrader complètement que d'autres. Par exemple, il y a 2 types de couples qui sont particulièrement délicats. Il y en a un qu'on appelle le couple parallèle, c'est-à-dire ils ont très peu de fusion, chacun fait exactement son truc de son côté avec très peu de contact mutuel, et en même temps, ils ont une frontière vis-à-vis de l'extérieur forte, c'est-à-dire ils ont peu de contact, etc. Et ils ont une répartition des rôles traditionnelle, au point de vue homme-femme, etc. Ça donne par exemple le film Le Chat, avec Jean Gabin et je ne me rappelle plus, Simone Signoret, où ils sont à la fois dans leur truc, fermés à l'extérieur, chacun dans son monde, mais en même temps en train de s'entre-déchirer.
Bon ben ça, il y a quand même 17% des couples qui sont sur ce mode parallèle, avec un fort risque de dégradation. Et de même, il y a 29% des couples qui sont sur le mode association, c'est-à-dire chacun fait dans son truc d'une façon parallèle, et en même temps, ils sont chacun dans des trucs très différents à l'extérieur. Donc finalement, il y a finalement très peu de colle entre eux, et par contre, ils ont des répartitions assez égalitaires des rôles. Eh bien ça donne un couple qui risque fort aussi d'éclater. Donc vous verrez, vous aurez le tableau qui donne quel est le style du couple, et ce qu'on constate quand on travaille sur ce tableau, c'est que finalement les couples les plus menacés, c'est ceux qui ne savent pas gérer la fusion, qui ne savent pas gérer d'être suffisamment proches. Ils savent bien être suffisamment loin, mais ils ne savent pas être suffisamment proches. Donc les trois choses de cette analyse, c'est où en sont-ils dans leur étape de dégradation, quel est le style de leur couple, et quelles sont les influences des expériences dans la famille d'origine. Alors une fois que ça se dégrade, le problème c'est comment on va gérer ça, comment on va gérer les forces centrifuges, et en particulier comment on va gérer les disputes. Gottman, vous avez entendu parler de John Gottman, son Love Lab, c'est-à-dire l'Américain qui a fait des études sur des centaines de couples à travers un laboratoire d'analyse des comportements et des communications dans le couple. Gottman a donné beaucoup d'importance sur la manière dont on se dispute, et en particulier sur les mots, les attaques personnelles, les mots violents, le niveau d'agression. Si le niveau d'agression est trop élevé, même si le couple se réconcilie sur l'oreiller ou à d'autres activités, etc., ça finit par faire des espèces de blessures et de destruction cumulatives. Donc, une des choses que vous allez devoir apprendre à faire et ensuite transmettre au couple, c'est comment se disputer correctement. Parce que la dispute, à la fois, c'est indispensable, ça permet de se mettre à jour régulièrement. Alors, on dit dispute, ça peut être juste une conversation un peu carrée, un peu vive, mais c'est indispensable. Les couples qui ne se disputent pas finissent par éclater. Parce que comme le niveau d'agressivité, d'insatisfaction n'est jamais mis à zéro, mis à jour, etc., eh bien, il finit par y avoir une sorte de mur de silence, puisque si jamais on aborde le moindre truc, on va se disputer, donc on est obligé de slalomer de plus en plus entre des îlots de plus en plus grands de zones qu'il ne faut surtout pas aborder, et on finit par plus du tout se dire les choses, et ce négatif accumulé finit par donner des passages à l'acte, soit de la violence, soit plus simplement des relations extra-conjugales. Donc la dispute, c'est nécessaire. Simplement, il faut que ça soit géré correctement. Il faut qu'on apprenne à se disputer. Et la dispute qui est toxique, c'est la dispute qui est violente et qui attaque l'autre avec des manifestations de mépris, avec le désir de le contrôler, le condamner, le juger, l'éduquer, le menacer, l'ignorer, le psychanalyser. On ne manque pas de capacité à faire tout un tas de trucs toxiques vis-à-vis de l'autre. Tous ces points-là amènent que la dispute représente des blessures narcissiques progressivement de plus en plus importantes qui vont finir par saper les bases mêmes du couple. Autrement dit, c'est très délicat la dispute, c'est indispensable et il faut absolument que ça soit avec des règles du jeu qui évitent tout ce système, quoi. Or, pourquoi on a envie de forcer, de condamner, de juger, d'éduquer, de psychanalyser, etc. Pourquoi on a envie ? Parce qu'il y a l'enfant qui veut absolument que l'autre soit comme j'ai besoin. Donc ça, on va devoir voir aussi, ça c'est un autre point, qui sera comment traiter cette question. Donc la dispute, c'est un point très important, et c'est une des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Les pouvoirs entre les deux membres du couple, c'est aussi une des sources de difficulté. Il faut qu'ils soient suffisamment répartis, et que chacun ait le sentiment d'être suffisamment respecté dans son propre mouvement.
les activités hors du couple sont nécessaires et en même temps, il faut qu'elles aient des frontières suffisantes. Donc vous voyez, c'est toutes les forces centrifuges, ça, c'est-à-dire la dispute qui peut nous éloigner, les pouvoirs sur lesquels on va s'engueuler, la répartition des rôles, les sorties à l'extérieur. Voilà, là il y a un certain nombre de points qu'il va falloir réguler. Si on ne les régule pas, eh bien progressivement le couple va être une source de souffrance, puisqu'il va y avoir du déficit dans un premier secteur qui va être narcissique, et puis progressivement ça va toucher les autres secteurs. L'attachement, on est de moins en moins attaché, le sexe, qui souvent à la fin aussi est touché aussi. Ce qu'on pourrait dire, c'est que dans beaucoup de cas, quand le couple amène un problème sexuel, c'est pas forcément au niveau sexuel qu'on va répondre. Souvent, ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord reconstruire l'attachement, l'appréciation narcissique mutuelle, des choses comme ça, avant qu'on puisse éventuellement avoir à regarder directement la question sexuelle. Et souvent, elle sera réglée déjà sans même qu'on ait eu besoin de l'aborder. Donc les disputes sont à régler. Une des choses qui est difficile, c'est le refus de la négociation. C'est quand il y en a un des deux qui part. Dès qu'on commence à discuter, il y en a un qui sort. Bon, ben là, ça, c'est pas souhaitable. C'est tout ce que vous avez lu dans le Cœur métamorphe, hein. Le niveau de ceinture, celui qui est le boxeur poids lourd et celui qui est le boxeur poids léger, ben, faut rééquilibrer les choses. On va faire un gros travail sur les forces centrifuges. Mais après, on va faire un gros travail sur les forces centripètes. Alors c'est là où vous allez être étonné de voir à quel point c'est rapide. C'est-à-dire que, en fait, si les bases n'ont pas été trop abîmées, on va prescrire des choses du genre, pour vous, madame, qu'est-ce qui représente, quels sont les comportements ou les mots que quand l'autre vous les dit, ou vous les fait, vous sentez que c'est de l'amour. Qu'est-ce qui pour vous est de l'amour? La personne va dire, ben moi c'est de l'amour quand il me dit telle chose, quand il fait telle chose, etc. On va demander la même chose à l'homme, et on va leur prescrire de se donner un peu plus ça. Vous n'allez pas régler les trucs, mais vous allez vous donner un peu plus ça. Ou bien, par exemple, leur prescrire de faire la liste secrète de toutes les choses très positives qu'ils trouvent chez l'autre. Eh bien, le simple fait de réchauffer la reconnaissance de l'autre, la validité de l'autre, de recevoir ce dont on a besoin et de donner ce dont l'autre a besoin, quelquefois c'est presque magique. Ça fait un effet très rapide, à condition qu'il joue le jeu, quoi. Hein. Mais alors là, on est à nouveau dans la thérapie brève, c'est-à-dire c'est votre boulot pour qu'il joue le jeu. Donc il faut que vous ayez un travail assez actif sur la tâche, éventuellement l'écrire, et éventuellement faire l'échelle pour savoir si c'est vraiment sûr qu'ils vont la faire, etc. Mais s'ils la font, très souvent, ils s'aperçoivent qu'ils commencent à retrouver quelque chose qu'ils n'avaient plus, qu'ils avaient oublié que c'était là. Et si on fait un travail sur les 4 zones, c'est-à-dire le cadre de base, les forces centrifuges, les forces centripètes et la gestion correcte du niveau des attentes, eh bien, on va avoir quelque chose qui va vraiment changer d'une façon rapide. Mais sur ces 4 points, il y a des choses assez délicates à gérer. Alors, revenons sur le cadre. Le cadre, par exemple, le cadre, c'est quoi le cadre solide? C'est la garantie que le lien est privilégié et indestructible, ce qui est mythologique, évidemment. Mais malgré tout, c'est une garantie qu'on doit se donner mutuellement. Et cette garantie, elle passe par l'interdiction d'employer la menace nucléaire dans les conflits. On se refuse de dire, bon, ben, puisque c'est ça, on va rompre. Parce que ça arrête la discussion. Ça, c'est un peu comme s'il était nécessaire que le couple tombe d'accord sur la règle du jeu. Quoi qu'il arrive, on ne se balance pas à la figure. Eh ben, si c'est comme ça, je me tire. Ou, eh ben, si c'est comme ça, on rompt. Ou, eh ben, si c'est comme ça, on divorce. Parce que ça,
ça arrête la discussion, ça empêche d'aller au bout, et ça crée en plus une espèce d'insécurité sur le lien de base. Donc c'est une des choses que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire, est-ce que quand le couple s'engueule, ils en arrivent à la sortie à se dire « bon, ben alors, il n'y a qu'à divorcer, etc. » Ben ça, on est sûr que c'est mauvais. Parce qu'en fait, ils sont en train de toucher un élément fondamental qui est qu'on doit avoir le mythe de l'indestructibilité de notre relation. Et il y a quelque chose que le couple doit se donner comme règle du jeu, c'est on ne se jette jamais ça à la figure. Alors évidemment, c'est un peu artificiel. Il n'empêche que c'est un peu comme si on se donnait un cadre. On sait qu'on peut s'engueuler tant qu'on veut à l'intérieur du cadre, mais qu'on ne sortira pas du cadre. Et pour les thérapeutes, évidemment, ça parle tout de suite, cette histoire de cadre sécurisant. Donc on va travailler sur le cadre avec l'interdiction d'employer la menace nucléaire. On va travailler sur le cadre avec terminer les questions qui sont des blessures ouvertes. Par exemple, une relation extra-conjugale ou des relations extra-conjugales qui ont instauré le fait qu'on ne peut plus être confiant. Ben, tant que la confiance n'a pas été rétablie, confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais que le lien est indestructible. Si il y a le souvenir qui revient à chaque engueulade, et d'ailleurs avec ta pute, etc., etc., bon, et rebelote, bon, et on s'engueule. S'il y a le souvenir qui n'est pas terminé, et si on n'a pas pu finir cette histoire et redémarrer sur une base de confiance, et on sait que maintenant on peut à nouveau avoir totalement confiance, eh bien, là, il y a comme une espèce de blessure ouverte par laquelle la sécurité de base s'écoule. Autrement dit, le travail sur le cadre, ça va être l'interdiction d'employer la menace nucléaire et la nécessité de terminer les questions qui ne sont pas terminées. Généralement, c'est des questions, mais il peut y en avoir d'autres, mais généralement, c'est des questions de relations extra-conjugales, d'avoir été trompé. Hein. Si c'est le cas, si vous sentez que d'emblée, il y a ça qui reste en travers et qui empêche toute démarche nouvelle, de toute reconstruction. Dès le début, vous allez dire, de toute façon, on va faire un rituel pour terminer cette histoire. Comme ça, le couple saura que, effectivement, c'est quelque chose qui va devoir être terminé. Et puis après, vous avez le champ libre pour represcrire d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès la première séance, mais par contre, vous annoncez la couleur dès le début. Il y a des choses comme ça qui sont nécessaires à faire pour qu'on ait une sorte de sécurité sur l'indestructibilité du lien. Alors, vous me direz, il y a des couples ouverts, il y a des couples, par exemple, échangistes, ou des couples qui semblent... Moi, j'ai connu des couples échangistes qui tenaient depuis longtemps et qui étaient dans une bonne relation. Enfin, la plupart du temps, ça se casse la gueule quand même au bout d'une douzaine ou d'une quinzaine d'années. Au plus tard. Souvent plus tôt. Mais malgré tout, il y a des couples qui fonctionnent de ce mode-là. Eh bien, la plupart du temps, ils ont entre eux des sortes de rituels qui leur garantissent que le lien entre eux est privilégié par rapport à tous les autres liens. Et qu'il est intact, qu'il n'est pas abîmé. J'ai été partousé tout le week-end, mais c'est toi qui es ma privilégiée, à laquelle j'ai pensé, c'était toi qui es ma bien-aimée, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, même dans ce qui paraît être une atteinte du lien habituel, malgré tout, si ça tient, c'est qu'il y a l'idée, entre nous, il y a un lien privilégié, indestructible. Donc vous aurez à travailler là-dessus. Et donc, on voit qu'est-ce qui empêche ça, et la plupart du temps, ce qui empêche ça, c'est les attaques sur la confiance, et c'est les unfinished business, quoi. Les vieux trucs qu'on traîne, qu'on n'a jamais fini, et qui reviennent à chaque engueulade, et que c'est là-dessus, et qu'on sait que ça va retourner, et que ça va rouvrir la blessure, et que, etc., etc. Ben là, il faut non seulement acquérir l'art de la dispute, mais aussi, il faut apprendre à terminer ces choses-là, en particulier avec des sortes de rituels, où on va se décider. Alors il y a des tas de rituels possibles, vous inventerez, hein.
une personne va écrire une lettre à son ancienne maîtresse, comme quoi c'est définitivement fini. Pas forcément en l'envoyant, mais en la donnant à sa femme, et puis ensuite ils vont brûler un truc qui est symbolique de l'ancienne relation, et puis ils vont peut-être se laver mutuellement, ou la femme va... Enfin bref, n'importe quoi qui dit, à partir de maintenant, c'est fini, on a terminé avec ça. Le fait de, par exemple, se laver du passé dans la salle de bain où chacun des deux nettoie l'autre, c'est pas mal ça comme rituel. C'est une façon de dire, allez hop, on lave tout, on arrête. Et par contre, il faut que ça soit associé à l'idée, à partir de maintenant, on redémarre sur d'autres bases. Donc vous voyez qu'il y a quand même ce travail à faire pour pouvoir reconstituer le mythe de base qui est, on a un lien privilégié indestructible, et on redémarre sur cette base-là. Voilà, donc je vous ai parlé du cadre solide qu'il faut garder, qui est nécessaire, des forces centrifuges qu'il faut contrôler, on va voir tout ça en détail, bien sûr, des forces centripètes qui sont un élément fondamental, c'est-à-dire que malgré tout, souvent en thérapie de couple, on pense qu'à empêcher les engueulades, les faire qu'elles ne soient pas destructives, terminer les choses négatives, etc. Non. En même temps, il y a, vous allez voir ce que vous aimez chez l'autre, vous allez lui dire, vous allez lui montrer, vous allez le complimenter, et ça fait très vite de l'effet. Ce qui rejoint un exercice que certains d'entre vous ont peut-être fait, et puis qu'on va refaire pendant les 4 jours, qui est les 5 mots et les 5 gestes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Où on écrit les mots qu'on aimerait entendre et où on dit aux autres les gestes qu'on aimerait recevoir et où c'est tellement bon de les recevoir. Eh bien, quand vous pouvez faire ça et que le couple se donne les mots et les gestes dont ils ont besoin, ça fait un effet bœuf. Et le dernier point qui a travaillé, c'est le niveau des attentes. Parce que malgré tout, ce qui fait problème, évidemment, c'est la rage, le désir ardent de l'enfant blessé intérieur que l'autre soit exactement comme on a besoin. Qu'il soit exactement à la bonne distance, exactement satisfaisant, exactement, qu'il me donne exactement ce que j'attends, etc. Bon. Pur mythe, l'autre ne pourra jamais me donner exactement ce que j'attends, et ne sera jamais exactement guérissant ou satisfaisant, sauf par petits moments. Mais la plupart du temps, il y a quelque chose comme une sorte d'ardeur à mettre l'autre exactement comme on veut. Il faut qu'elle jouisse comme on veut. Il faut qu'il fasse les choses au moment où je les demande, etc. Et que ça soit exactement comme ça, et fait comme ça. Bon, c'est nécessaire que l'autre nous donne ce dont on a besoin, parce que c'est une des fonctions du couple. C'est nécessaire que l'autre calme un peu quelque chose de l'enfant blessé intérieur et nous donne ce dont on a besoin. Ça, c'est nécessaire. Donc, il est nécessaire que l'autre sache ce dont j'ai besoin et me le donne. Mais il est nécessaire aussi que je renonce à ce que l'autre soit tout le temps comme ça et me donne tout le temps très bien. Vous verrez qu'un certain nombre de problèmes de couple, et qui ne sont pas faciles à gérer, c'est quand il y en a un des deux qui a une espèce de rage que l'autre soit exactement comme ça. Et que je te harcèle, et que je te fais chier, et qu'il faut que... Oui, mais il y a ça qui ne va pas, mais etc., etc., qu'il va falloir mettre à un niveau plus réaliste, quoi. Qui va souvent être permis par d'autres moments privilégiés, d'autres relations tendres, d'autres moments sexuels sympas, etc., qui font qu'on supporte que ça ne soit pas exactement comme on veut. Ça, c'est une des choses au niveau des attentes qu'il faut travailler. Une autre des choses au niveau des attentes, c'est aussi que chacun respecte la nécessité de réaliser aussi son propre chemin. C'est-à-dire que si on n'est que centré sur l'autre, ou sur le couple, sans tenir compte du fait qu'on a son propre chemin, il y a quelque chose qui va finir par s'accumuler et par devenir un problème pour la personne.
soit elle va trop s'écraser, mettons par exemple la femme fait plaisir, bon, qui fait toujours attention à tout le monde, qui est toujours la serpillière de service, et qui s'oublie complètement, on sait que ça va amener finalement l'éclatement du couple. Parce que elle s'est tellement oubliée que tout le monde l'oublie. Hein. Une autre chose dans le niveau des attentes réguliers, c'est être capable d'une certaine négociation. Donc il faut savoir négocier, savoir accepter un certain nombre de compromis, en sachant qu'il y aura des conflits qui seront insolubles. Ça, c'est aussi une des choses à laquelle il va falloir se faire. C'est qu'on aura beau faire, il y a certains secteurs, certains conflits, ça sera insoluble. Dès qu'on aborde ça, on sait que de toute façon on va s'engueuler et que de toute façon on n'arrivera pas à en sortir. Donc on va devoir faire avec un certain nombre de conflits insolubles en travaillant, on verra ensemble comment, sur un certain nombre de compromis, sur ce que chacun attend dans ce conflit-là et pourquoi il est tellement ardent sur ce conflit, mais en même temps aussi sur le fait que, oui, on va devoir vivre avec ce conflit insoluble et pas forcément aller se buter dessus tout le temps, quoi. Donc ça, c'est pas si simple que ça non plus. Et puis, il est souhaitable que les deux aient des attentes relativement similaires à un moment donné, à certains moments donnés, sur une vision de ce que doit être ou de ce que doit devenir leur couple. Donc ça, c'est le niveau des attentes. Alors, on va gérer tout ça. Vous allez avoir une grille de travail qui vous permettra de savoir comment le faire, à quelles étapes le passer, mais vous avez au moins une ligne générale qui est les 3 piliers de base doivent être satisfaits, l'enfant blessé doit avoir suffisamment de satisfaction, et pour cela, le cadre doit être solide, les forces centrifuges doivent être gérées correctement, les forces centripètes ne doivent pas être oubliées, et le niveau des attentes doit être travaillé. C'est pas si compliqué que ça. Vous avez... Il n'y a plus qu'un. Mais au moins, vous avez une idée précise. Hein? Les 3 piliers, les attentes, la gestion du cadre, la gestion des forces centrifuges, la gestion des forces centripètes et le niveau des attentes. Une fois que vous savez ça, vous avez après des outils à voir pour chacun des points, mais vous savez où vous allez. Et la plupart du temps, ça va être assez simple de voir dans la liste concernant le cadre, concernant les forces centrifuges, concernant les forces centripètes, concernant le niveau des attentes, quel est le point qui dysfonctionne particulièrement. Donc vous allez assez vite sentir que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors après, c'est tout l'art. L'art étant, primo, d'avoir une gestion du couple qui ressemble à une gestion d'un groupe, c'est-à-dire que c'est vous qui devez être le leader, c'est vous qui devez faire circuler la parole, gérer la communication, que ça soit à égalité, qu'il n'y en ait pas un qui soit privilégié au détriment de l'autre, que vous puissiez traduire à l'un ce que dit l'autre et à l'autre ce que dit l'un. Un peu comme vous êtes une sorte de modulateur du groupe couple. Et là, c'est pas comme en individuel, c'est-à-dire c'est plutôt assez proche de la thérapie brève, c'est-à-dire on est actif, quoi. Pas forcément en position haute, mais actif, et on dirige les choses. On prend en main les choses. C'est-à-dire que face à un couple, vous avez à prendre en main la situation. Sinon, très vite, vous verrez, si vous vous laissez déborder, vous allez assister à la rebelote du conflit devant vous, puis vous ne saurez plus où vous mettre avec les missiles qui partent de tous les côtés, etc. Donc votre boulot, c'est de gérer ça. Vous arrêtez la parole de l'un, vous arrêtez la parole de l'autre, vous incitez à parler de telle et telle manière, vous traduisez à l'un ce que dit l'autre, vous essayez de transformer en particulier, on va voir ça ensemble, de transformer les plaintes. Ouais, elle est jamais comme ci, elle est jamais comme ça, elle est toujours en train de me dire ci, en demande d'action, c'est-à-dire au lieu que ça soit
une plainte, et ben c'est tiens, j'aimerais bien que ça soit comme ça désormais. Et ça change. Rien que le fait de transformer la plainte en demande d'action, c'est déjà un mouvement nouveau, quoi. De dire, bah tiens, au fond, voilà ce qu'elle attend, voilà ce qu'elle attend. Donc vous allez avoir un boulot assez actif par rapport à chacun des deux. Et une fois que vous avez pris en main la situation, eh bien après, vous allez voir quel est le secteur sur lequel il va falloir travailler en priorité, sachant que vous n'allez pas pouvoir tout régler, bien entendu, mais que vous allez peut-être aborder le point qui vous paraît le plus dysfonctionnel et proposer des tâches positives. Pas seulement que du négatif. Il y a pas seulement sur les forces centrifuges, il y a aussi sur les forces centripètes. Hein, c'est souvent, on a une sorte de tâche type qui va être celle de dire à l'autre ce qui est la manifestation d'amour qu'on apprécie et s'efforcer mutuellement de se le donner d'ici la séance suivante. Ça, c'est une bonne tâche. Voilà, alors donc, on va terminer là pour mon topo. Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, poser des questions, et ensuite je vous donnerai des grilles de repérage qui vous serviront dans l'entretien lui-même. Hein ? Finalement, vous me connaissez, mon boulot finalement c'est d'essayer de faire une synthèse de multiples approches, de formations que j'ai suivies, de ma propre pratique auprès des couples, et d'apercevoir que tout ça peut se résumer en quelques lignes simples, mais qu'il faut que vous connaissiez très bien, et que c'est pas si inextricable que ça. C'est inextricable quand on rentre au niveau psychanalytique, mais quand on rentre au niveau du fonctionnement du système couple, finalement, c'est assez compréhensible. Ok ? Voilà, donc on arrête là, et maintenant, vous pouvez me dire vos réactions, me poser vos questions.